Kabila et Tshisekedi, je voudrais dire aux deux personnalités politiques, parce que ce sont des personnalités politiques et non les moindres de la RDC. Le Congo n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le Congo est en train de traverser une zone de turbulence. Nous avons besoin d'un excellent pilote pour stabiliser l'appareil. Nous n'avons pas besoin de guéguerres. Nous n'avons besoin qu'aujourd'hui, qu'on nous dise Tshisekedi et Kabila ne s'entendent pas. Pendant que vous ne vous entendez pas, vous ne faites pas... savez que vous faites ce que le Rwanda est en train de faire. Vous jouez la musique, vous dansez à la musique du Rwanda. Alors, dans le domaine de Kabila, on y recherche les je suis en train militaires de M23. Laissez-moi continuer mon argumentaire. Allez-y. C'est un élément, c'est un exemple qui montre que Joseph Kabila a toujours été au service du Rwanda. Il a été au service du Rwanda et pour des raisons de sûreté de la République démocratique du Congo, il était important que le service militaire, notamment le renseignement militaire et d'autres, d'aller enquêter, perquisitionner le domaine de Joseph Kabila pour découvrir ou avoir des détails, des informations sur les renseignements qu'il possède. En ces moments, Joseph Kabila l'avait dit dans son discours en Namibie le 17 août 2018, qu'il ne partait pas. Il a dit, ne dites pas au revoir, mais dites à bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire selon vous. Mais sur le plan politique, Kabila est un ancien président de la République. Il a fait une carrière militaire aussi atypique. Mais quand un ancien président de la République dit qu'il rentre très bientôt, les sécuritocrates devaient prendre la mesure de la situation. Joseph Kabila s'est préparé à faire un comeback. Et là, il a décidé évidemment de se lancer dans cette bataille pour reconquérir le fauteuil qu'il a, entre guillemets, cédé. Vous avez parlé du pilote qui doit stabiliser l'appareil. Ouais. C'est un appel lancé à Félix Tshisekedi qui doit poser le premier pas. Bien sûr. Bien sûr. Il a, en quoi faisant? Mais Fayoulou l'avait dit. Vous savez, ce que moi je considère comme la lettre ouverte de Fayoulou, il avait dit il faut un sursaut d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait oublier que j'avais dit que Kabila c'est un Rwandais. À un moment donné, il faudrait oublier que j'avais dit à Katumbi que c'est un borderline. Il faudrait oublier, avoir ce sursaut d'État. C'est-à-dire que c'est dépassé au profit de la nation. Kabila, s'il faut parler avec lui, arrêtons un peu tout ça. C'est-à-dire que arrêtons tout ce qui peut mettre Kabila mal à l'aise. On a besoin de lui pour le salut du Congo. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.
L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Vous êtes sur Politikon, la force du détail. Bienvenue dans Ligne Rouge. Jusqu'où ira la guerre à distance entre le clan Kabila et Tshisekedi? Il y a quelques jours, une rencontre secrète a été signalée à Oyo entre Kabila et Denis Sassou Nguesso dans cette ville du Congo d'en face. Plusieurs sources proches de notre média confirment toutefois que cette information est fausse. On y reviendra de fond en comble au cours de ce numéro. Pendant ces temps, à Kinshasa, les résidences ou les perquisitions interminables dans les résidences de la famille Kabila suscitent plus d'interrogations que de réponses. De quoi s'agit-il réellement dans cette opération qui ne dit pas son nom au moment où le Congolais aspire à la paix et à la cohésion nationale? Par ailleurs, on parlera du gouvernement Souminois 1 avec plusieurs ministres qui ont officiellement pris leurs fonctions. Les défis restent immenses et la population se montre sceptique. Enfin, concernant les dialogues inclusifs, la question de mer, les trains, est-il en marche ou désormais ralenti par des pesanteurs de toute nature? Bienvenue et nous espérons que vous aurez à passer un excellent moment de télé, comme on aime bien le dire, en compagnie du panel d'invités que nous avons choisi pour vous sur ce plateau. Pour les débats, on a la chance ou la baraka d'avoir ce matin Patrick Sahel. Il est très pertinent, c'est la première fois de le recevoir. Vous passez toujours, vous êtes un habitué du plateau, mais la première fois avec moi. Bonjour très cher frère, je suis très ému et très content de participer à cette belle émission. Et pourquoi pas ce bel échange avec mon co-débatteur que je salue déjà, et je remercie, je te remercie, et excuse-moi de te tutoyer, c'est parce que je t'aime bien, je te prends pour un ami, donc merci de cette invitation. J'espère que ceux qui nous suivent, ceux qui auront l'opportunité de nous suivre ici et ailleurs, ne seront pas déçus de l'échange républicain que je voudrais, patriotique, la qualité du débat, parce que la qualité de mon interlocuteur, mon co-débatteur déjà, c'est quelqu'un qui réfléchit avec dextérité. J'espère qu'il ne va pas déroger à la règle aujourd'hui. Et voilà, nous sommes là pour parler République. Et dans cette sphère politique ou médiatique, on constate de plus en plus qu'il y a un nivellement vers les bas en termes de débats. On n'arrive plus à sublimer les débats comme au bon vieux temps. Malheureusement, c'est-à-dire, vous savez, quand on vient sur le plateau et qu'il y a une thématique, c'est pour aider ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent à la maison ne sont pas aussi dupes, ne sont pas aussi bêtes. Il y a de ceux qui sont plus intelligents que nous. Nous, on a peut-être eu la grâce, la chance, comme on dirait au Congo, de passer dans les médias, de parler. Sur le projecteur. Alors, il faudrait qu'on le reste dans le débat. Il faudrait qu'on le reste dans cet apport, cet éclairage que l'on peut emmener, cet éclairage que l'on peut être. Vous savez, un leader, c'est un éclairage. Un leader, c'est celui qui a la charge de la population, de tout un peuple derrière. Alors, quand nous laissons les débats, nous migrons vers tout ce qui peut créer un buzz, tout ce qui peut faire le buzz. Là, on a échoué avant de commencer. Nous avons perdu le leitmotiv. Le leitmotiv ne doit pas être je dirais quelque chose pour que demain, TikTok coupe, que les gens coupent et ils mettent dans ce TikTok. Donc c'est la quête du buzz qui justifie tout ça? Malheureusement, ça dit que nous sommes dans un monde où aujourd'hui les valeurs sont inversées. Ce n'est plus le cerveau que je viens vendre à la télé, c'est tout ce qui va tout ce qu'il y a aux côtés de la valeur intrinsèque. Je vais chuter en disant ceci. Vous savez,
il y a une nette différence entre l'avoir et l'être. Ce n'est pas le avoir qui crée le savoir, c'est l'être qui crée le savoir. Et malheureusement, nous assistons à des débats, des gens qui viennent, non pas pour montrer ce qu'ils savent, mais pour montrer ce qu'ils ont. Et certains politiques véreux, certains politiques mafieux, certains politiques ce que moi je considère comme des politiciens, pas des politiciens mais des politiciens, ils se servent de la jeunesse malheureusement pour que toi tu vas dire ceci. La jeunesse ne réfléchit pas. Les communicateurs ne réfléchissent pas. Les analyses n'ont plus la quintessence qu'elles avaient avant. On parlait avec mon co-débatteur que je te laisse à la primaire de présenter. On a dit, il y a eu un temps quand on passait sur les médias, c'était la matière. Aujourd'hui, la matière est vidée de toute sa substance. Aujourd'hui, ce n'est plus la matière, c'est l'homme. Mais l'homme là, c'est l'homme vide. J'ai fait une différence, je dis, le meilleur lieu de l'homme, entre le cerveau et l'estomac, c'est l'estomac. Parce que l'estomac, quand il est vide, il te fait ressentir que tu as besoin de manger quelque chose. Mais le cerveau, des fois, quand il est vide, il te dit rien. Aucune alarme. Il te dit rien. Et tu viens sur un plateau de télé, tu ouvres ta bouche et là, on comprend que ton cerveau était vide. Ça, c'est un très bel exemple pour illustrer ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et vous faites la meilleure part de nous choisir parce qu'ici, nous faisons le plus dur ou le minimum d'efforts possible à rester au cœur des enjeux de l'heure, à rester ces médias qui donnent la parole aux indispensables pour sublimer les débats dans la société. Alors, j'ai l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau pour une grande première. Rassurez-vous que ce n'est pas la dernière et vous aurez tout le temps l'occasion de le redécouvrir sous d'autres casquettes. Héritier Ngachi, soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour l'invitation. Je me porte bien. Je suis venu répondre à un débat républicain, à une responsabilité, à un sacerdoce, à un appel, parce que véritablement, comme l'a dit mon débatteur avec lequel nous allons interagir, Patrick Sahel, un homme pertinent, je le jette de fleurs, pas parce qu'il est en face de moi, mais même quand il n'est pas là, je ne cesse de le dire. Parce qu'il faut à un certain moment que nous arrivions à nous reconnaître, à reconnaître les mérites des uns des autres. Nous sommes dans une société où, pour qu'on reconnaisse vos mérites, il faut mourir. Même au sein de vos propres familles. Pour qu'on parle de vous en bien, pour qu'on vous regrette, il faut d'abord mourir. Et moi, je ne suis pas de cette génération. S'il faut dire la vérité, s'il faut vanter les mérites de quelqu'un de son vivant, il faut le faire. Ça ne me diminue en rien du tout. Tout à l'heure, Patrick Sahel disait que la quête du buzz a pollué la sphère politique ou même la sphère médiatique. Est-ce pour nous s'accorder à dire que les réseaux sociaux, depuis leur avènement, représentent un danger ou une opportunité? Le réseau social représente une opportunité, mais c'est l'usage de ces derniers qui pose problème. Partout ailleurs, des choses qui ont permis au monde d'avancer ont finalement aidé la République démocratique du Congo à régresser. Je vous donne un exemple. Outre que les réseaux sociaux, vous avez les partis politiques. Les partis politiques, de l'ère genèse jusqu'à nos jours, n'ont pas réussi évidemment à accomplir, à s'émanciper, notamment de la personnification, mais aussi de ces carcans ethno-tribales. Parce que la plupart de nos partis politiques ont eu pour matrice les considérations ethno-tribales, à l'absence des catégories socio-professionnelles, comme ailleurs, des partis des travaillistes, des partis des ouvriers, des partis des ceci, à l'absence des catégories socio-professionnelles. Au Congo, nous avons eu pour matrice l'ethnie et la tribu. Malheureusement, nous n'avons pas fourni autant d'efforts, 60 ans après, pour émanciper nos partis politiques, pour faire d'eux de véritables structures politiques. Ils sont restés, évidemment, comme des structures ethno-tribales, mais aussi de hauts lieux de nivellement vers les bas, de népotisme et de toutes les antivaleurs qu'ils prétendent combattre. Ils prétendent chaque jour militer pour transformer la société. La seule définition qu'ils ont de la politique, c'est de conquérir le pouvoir et de chercher à le maintenir le plus longtemps possible. Conquérir le pouvoir, d'ailleurs, à un certain moment, j'avais estimé que cette définition, elle était incomplète. Elle était incomplète parce que, entre le moyen
et la finalité, il y a un pas, mais il faut faire un distinguo. La conquête du pouvoir reste un moyen, demeure un moyen. Mais la finalité de l'action politique, c'est transformer la société. Et c'est comme ça que je dis, au lieu qu'on nous continuions à définir les partis politiques comme un regroupement de gens autour des idéaux pour la conquête et la conservation du pouvoir, il faut par contre dire pour transformer en bien la société. J'estime que cette définition que nous avons tous étudiée en Sciences Po et ailleurs, elle est pour moi soit inadaptée, soit incomplète. Parce que le fait pour un parti politique d'accéder au pouvoir... Inadapté dans le contexte qui est le nôtre? Partout au monde. Partout au monde. Parce que le seul fait pour un parti politique de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible, conformément à l'étymologie du parti politique, il a réussi. Est-ce pour autant il a réussi à imparter la vie sociale? Il y a un autre problème. C'est comme ça que je dirais, dans la définition de ces partis politiques, il faut y enjoindre aussi cette déclinaison. Que le parti politique n'a pas pour mission... La responsabilité sociétale. N'a pas pour mission de conquérir le pouvoir, mais il a une responsabilité sociétale, celle de transformer le vie de ses concitoyens. C'est important. Merci de cette très belle entrée en la matière, Héritier Ngachi. Je rappelle ici que vous êtes de l'AFDC, oui. Et deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati. Oui, j'en profite de l'occasion parce que vous le présentez, de le faire un coucou, là où il se trouve à Accra. L'AFDC... En mission officielle? En mission dans les cadres, évidemment, des partis politiques. Il est le président statutaire de notre famille politique. C'est la deuxième force politique en République démocratique du Congo. Il est allé faire une forte sensation dans ces regroupements de partis politiques de l'Afrique, mais aussi des Caraïbes. À l'issue duquel, un certain nombre de recommandations a été formulé, notamment l'usage de partis politiques comme moteur de l'unité africaine, de la solidarité entre les peuples, mais aussi de la coopération économique. Et à ce titre, on a évidemment mis en place des structures de collaboration entre les partis politiques. Donc l'AFDC a été valablement représentée par une forte délégation qui a fait sensation dans ce forum qui va du 12 au 14 août 2025. Merci beaucoup. On va ouvrir le débat avec Patrick Sahel qui va prendre la main. Parlons-en quand même. Ça intrigue un tout petit peu. La guerre à distance entre le clan Kabila et Tshisekedi. Nous nous posons légitimement la question de savoir jusqu'où ira cette guerre. Joseph Kabila qui a été signalé à Oyo, au Congo d'en face, dans une rencontre secrète avec Sassou Nguesso. Quelques jours après, c'est sa résidence de Jhelem qui se trouve au cœur d'une perquisition ponctuée par quelques arrestations, une perquisition qui a commencé de 1h à 4h du matin, et un mot d'ordre a été donné à tout le militaire commis à la sécurité de libérer la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. La première question, vous êtes un fait analyste, nous aimerions savoir à quoi répond justement cette opération menée par la police militaire et la garde républicaine. J'en viens, très cher frère, je vais répondre à cette question, je vais tenter d'apporter les éclairages. Mais j'avais un petit biscuit, je ne sais pas si je dois appeler ça biscuit ou pas. J'ai suivi sur la toile, ça s'est passé aussi dans les médias, la remise et reprise entre Aimé Boji et Adolphe Mouzitou. Mais il y a une petite phrase qui m'intrigue. Vous savez, je préfère dire à Adolphe Mouzitou, ne commence pas avec la démagogie, s'il te plaît. Quand il parle de doubler les budgets. Doubler le budget. C'est-à-dire que Mouzitou, monsieur Mouzitou, je respecte beaucoup, ne commencez pas avec le mensonge. Vous savez, pour doubler le budget, c'est les recettes. On double le budget de la République avec les recettes. Nous exportons quoi? Parce que le budget que nous avons aujourd'hui de près de 16 000... Déjà le budget, c'est une estimation. Une estimation qui va... qui prend son cours dans une période donnée. Okay? Déjà, en 2025, nous utilisons le budget qui a été voté en 2024 dans la loi de finances. Pour doubler le budget, il faudrait que ça passe sur le législateur, les députés, à l'Assemblée nationale. Quand c'est validé,
il y aura une loi de finances 2026, par exemple, où, au moment où nous parlons, la loi de finances 2026 a déjà été votée à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce qui sera fait en 2026 est déjà connu. Bon, Mouzit aussi veut doubler le budget de la RDC, c'est-à-dire qu'il voit déjà 2027. C'est-à-dire que Mouzit veut nous dire que M. Tshisekedi dit, moi je compte rester ministre jusqu'en 2027. Jusqu'en 2027. Ne commence pas. Donc dans un tel contexte, la déclaration de Mouzito... C'est une déclaration mensongère. Une déclaration... La volonté Mouzito ne tient pas debout. Non, ça ne tient pas debout. C'est quelqu'un qui veut... il a vu Jean-Lucien Boussa, il a vu Julien Paloukou, lui aussi il veut s'éterniser comme ministre de budget. Il lance déjà, il fait des yeux doux au président Tshisekedi, il dit, ben voilà, moi je suis venu. Parce qu'il y a ce mythe-là qu'il faudrait chasser. Mozitou avait stabilisé, nous avons atteint le point d'achèvement avec Mozitou quand il était Premier ministre. Là, il était Premier ministre. Maintenant, là, il est ministre de budget. Les prérogatives ne sont pas les mêmes. La force de Mouzoutou, la force qu'il avait quand il était Premier ministre, ce n'est pas la même force qu'il a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il se soumet à Judith Souminois. Aujourd'hui, Mouzoutou doit faire profil bas. La personne qu'on voit dans ce gouvernement, elle s'appelle Madame Judith Souminois. Son poste, non, je ne connais pas, parce que les piètres, généralement, je ne maîtrise pas les postes, non. Alors, Mouzoutou, vas-y doucement, mollo. Doubler le budget pendant quel délai? Avec quoi? Parce que déjà, avec ce budget d'aujourd'hui, c'est les recettes que nous recevons. D'ailleurs, c'est avec la loi de finances touchée par l'ancien président qui a fait assez que nous ayons beaucoup de recettes aujourd'hui, où il y a eu cette estimation de 16 milliards. Nous attendons à terme dans les 16 milliards. Mais ne venez pas, ça c'est... Le terme qu'il faut, c'est ne viens pas nous mentir. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Au regard de bon, Kabila et Tshisekedi, je voudrais dire aux deux personnalités politiques, parce que ce sont des personnalités politiques et non les moindres de la RDC. Le Congo n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le Congo est en train de traverser une zone de turbulence. Nous avons besoin d'un excellent pilote pour stabiliser l'appareil. Nous n'avons pas besoin des guéguerres. Nous n'avons besoin qu'aujourd'hui, qu'on nous dise Tshisekedi et Kabila ne s'entendent pas. Pendant que vous ne vous entendez pas, vous ne faites pas... vous savez que vous faites ce que le Rwanda est en train de faire. Vous jouez la musique, vous dansez à la musique du Rwanda. Parce que Tshisekedi et Kabila, s'ils ne s'entendent pas, les gens meurent. Le Congo, aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité partout. Nous avons besoin de la paix. Vous savez, quand on parle de la paix aujourd'hui, il ne faut pas voir seulement Goma, il ne faut pas voir seulement Bukavu, il ne faudrait pas seulement voir Ituri. Même à Kinshasa, aujourd'hui, il y a l'insécurité. Pas plus tard que la semaine passée, on a tué à 12 heures à Rigini, toutes 2 personnes. J'habite Mongafou, là, je te dis, c'est chaque nuit nous dormons avec des crépitements de balles. Kinshasa n'est pas sécurisé. Le Bandundu, nous n'en parlons pas. Il y a eu ce phénomène Mobondo. Donc ça tire partout. Ça dit que ça tire de partout. Est-ce que nous sommes à un moment donné où il faudrait vraiment qu'on nous dise que Tshisekedi et Kabila sont en train je ne sais pas, c'est l'affaire d'une femme, c'est l'affaire de quoi ils ont des guéguerres. Non. Le Congo a atteint un niveau où il faudrait qu'on se mette la main dans la main pour chasser le bandit, pour chasser l'agresseur, pour chasser le voleur qui se sert de nos minerais pour tuer nos frères. À un moment donné, Tshisekedi avait dit, c'est Kabila qui serait l'instigateur, je suis au conditionnel, qui serait l'instigateur. Mais ici encore, je voudrais qu'on fasse la différence entre les guéguerres de 2 personnes, s'il y en a d'ailleurs, parce que jusque-là, ce n'est pas officiel. OK? Et les perquisitions, parce que quand on parle de perquisition, on parle de la sûreté de l'État. On parle de la sécurité. Le principe, il est simple. Entre la liberté et la sécurité, tous ici, nous allons choisir la sécurité. Parce que quand on n'est pas sécurisé, on ne sera pas libre. Alors, si l'armée ou si la justice se décide de perquisitionner la maison de Kabila, c'est qu'ils savent pourquoi ils sont là. On ne peut pas prendre ça et mettre à la tête de Tshisekedi parce qu'il est président de la République. Ça, c'est la justice, ça, c'est l'armée. Bien que Tshisekedi soit le magistrat suprême, bien que Tshisekedi soit la première personne sur qui l'armée doit compter, le commandant suprême. Mais tout Madabango, c'est autre chose. Ça répond à quel besoin, à quel objectif justement? Là où l'armée se tait. On a mené ces perquisitions, il n'y a rien de
à la recherche des effets militaires. Vous savez, on Rien de s'entend. tel ne retrouvé. On s'entend. Dans aucune Moi, des je suis résidences pas, de Kabila. je suis Que pas ce soit très à d'accord. Lubumbashi ou ici à Kinshasa. Je ne suis pas très d'accord avec les perquisitions. Parce qu'en son temps, j'étais monté pour dire, mais pourquoi vous perquisitionnez les maisons de Kabila alors qu'à Doha, vous parlez avec lui? Pourquoi perquisitionner ma maison aujourd'hui? Pourquoi perquisitionner GLM si nous avons besoin de lui pour le dialogue? OK? Mais prenons ce cas de figure où Kabila serait en train de parler avec Tshisekedi, mais sur terrain, il n'a pas arrêté les hostilités. Parce que c'est ce qui se fait avec le Rwanda. Aujourd'hui, il y a reprise des hostilités. Mais nous avons Doha avec Kagame, nous avons États-Unis avec Kagame, mais sur terrain, il avance. La justice fait son travail, l'armée fait son travail, la diplomatie aussi fait son travail. Justifiée par le fait que les mesures de confiance entre les deux parties n'ont pas été jusque-là respectées et ça relève des dynamiques complexes. Alors ne nous ramenez pas vos affaires de ménage sur la gestion de l'État. Si c'est deux personnes qui ne s'entendent pas, arrangez-vous comme, je ne sais pas comment le dire, mais ne faites pas de ça un problème d'État. Ce n'est pas un problème d'État. Vous avez parlé du pilote qui doit stabiliser l'appareil. Ouais. C'est un appel lancé à Félix Tshisekedi qui doit poser le premier pas. Bien sûr. Bien sûr, il a. En quoi faisant? Mais Fayoulou l'avait dit, vous savez, ce que moi je considère comme la lettre ouverte de Fayoulou, il avait dit il faut un sursaut d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait oublier que j'avais dit que Kabila c'est un Rwandais. À un moment donné, il faudrait oublier que j'avais dit à Katumbi que c'est un borderline. Il faudrait oublier, avoir ce sursaut d'État. C'est-à-dire que c'est dépassé au profit de la nation. Kabila, s'il faut parler avec lui, arrêtons un peu tout ça. C'est-à-dire que arrêtons tout ce qui peut mettre Kabila mal à l'aise. On a besoin de lui pour le salut du Congo. On a besoin. Imaginez que Kabila se mette aux côtés de Tshisekedi pour traquer le Rwandais. Nous allons gagner. Ce serait salutaire. Imaginez que Kabila se mette aux côtés. Toutes ces personnes-là, Katumbi, Kabila, même le nouveau opposant, comment il s'appelle, Jean-Marc Aboun, que toutes ces personnes se mettent autour de Tshisekedi pour bouter dehors l'ennemi. Ça sera une force. Mais pourquoi c'est fragilisé davantage? Moi, je pense que laissons un peu ces histoires-là, à moins que je ne voudrais pas entrer dans l'affaire, dans le secret de la justice, dans le secret de l'armée, pour savoir pourquoi ils sont en train de perquisitionner les maisons de Kabila. Mais s'il n'y a pas une raison assez efficace, mettons de côté. On a fait ça, tu sais, qui est passé. La justice congolaise a fait table rase. Quand il eut fallu traquer Matata en son temps, Matata a été il avait postulé pour être président de la République. Qu'est-ce que la justice a fait? On a dit, bon, on va mettre ça de côté. Allons aux élections et après les élections, on verra ça. On peut faire ça, on peut faire la même chose pour Kabila. Merci beaucoup. Héritier Ngashi, les perquisitions interminables auxquelles on assiste dans ça et là, dans les résidences de l'ancien président Joseph Kabila, elles répondent à quel objectif et qu'est-ce qu'on y cherche exactement? Merci beaucoup de votre question. Mais avant d'en arriver, laissez-moi revenir sur des choses que j'ai entendues de la part de mon frère Sahel, notamment au sujet du VPM du budget, Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu était en train de féliciter les pouvoirs actuels, pas les gouvernements. Ça veut dire quoi? Le dernier budget du temps de M. Joseph Kabila tournait autour de 4 milliards de dollars. Et Muzitu en fait partie parce qu'il était Premier ministre, il connaît dans quel état il a laissé le budget de la République du Congo. Mais après leur départ du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de Joseph Kabila, le budget a doublé, c'est vrai. Grâce à quoi? Grâce notamment à l'élargissement de l'assiette fiscale, les réformes qui ont été menées au niveau de la fiscalité, mais aussi au niveau du PIB. Les réformes initiées sous Kabila qui sont arrivées à maturation le PIB de et qui ont porté ses fruits. Le PIB de la... Non. Sous Joseph Kabila, il y a eu des réformes, je dirais, conjoncturelles, pour des raisons, évidemment, de s'enrichir illicitement. Le code minier, c'était conjoncturel? Je vous donne un cas précis. Le code minier. Le code minier, il faut être honnête, le code minier a eu un effet
assez positif pour l'économie de la République. Mais vous dites qu'il y a eu des réformes qui Il y a n'étaient que conjoncturelles. beaucoup mais de pourtant, le réformes. code minier a beaucoup profité Beaucoup de réformes. à l'actuel pouvoir. Non, pas à l'actuel pouvoir. Pourquoi vous voulez attribuer une action pour l'intérêt de la nation à l'actuel pouvoir ou à ceci? Il a révisé le code minier. Joseph Kabila l'avait fait, pas parce qu'il avait besoin de laisser des effets ou des retombées sur notre économie, mais parce que justement, il était en porte-à-faux contre la communauté internationale. Et pour leur déranger leurs intérêts, il était obligé de toucher là où ça faisait mal. En élaguant notamment la clause de stabilité, qui avait de 10 ans dans les anciens codes miniers, et d'autres avantages des exonérations. Mais il l'a fait, pas pour tout le secteur ou pour toutes les entreprises. Il l'a fait dans un secteur ciblé. Les secteurs où la grande majorité était investie par les Occidentaux, par les entreprises multinationales, parce qu'ils savaient qu'on lui était en train de le menacer par rapport au glissement et au troisième mandat. Pour déranger leurs intérêts, ils savaient qu'ils perdaient les pouvoirs, mais pour déranger leurs intérêts, il fallait réviser le code minier, pas pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, disait toujours qu'il va honorer sa parole et qu'il n'était pas concerné par un troisième mandat. Mais on a fait 2 ans. C'est un autre débat. On a fait 2 ans ici. Lui qui avait dit qu'il organiserait les élections dans les délais. On a fait 2 ans ici de transition. Et dans les 2 ans de transition, avant qu'on y arrive, les Congolais sont morts. Vous voulez que je vous dise que Human Rights Watch a publié un rapport dans lequel il cite nommément Joseph Kabila d'avoir recruté 200 éléments, ex-éléments d'IM23 en Ouganda. Ça c'est faux. Laissez-moi. Ça c'est faux. Je ne fais pas un débat. Je ne fais pas un débat avec vous. Non, je suis dans l'obligation de recadrer ce qui ne tient pas la route. C'était un rapport. Human Rights Watch parlait du gouvernement congolais. On ne parlait pas des Kabila à titre individuel. Laissez-moi continuer. Les gouvernements, qu'à cela ne tienne, les gouvernements congolais de Joseph Kabila a recruté 200 éléments d'IM23. Les gouvernements de la République, pas des Kabila. Mais vous dites que les retombées de prouesses ou les retombées de réformes de Joseph Kabila ont profité à ces régimes. Mais vous refusez. Je parlais de l'actuel pouvoir. Laissez-moi continuer. Le pouvoir de Joseph Kabila a recruté 200 éléments d'IM23 basés en Ouganda et au Rwanda pour venir l'aider à se sécuriser, mais aussi à mater les manifestations. Et c'est comme ça que pendant cette période, parce que les M23 ont été impitoyables et nous avons enregistré des morts en cascade dans les manifestations entre 2015 et 2016. Après cela, nous avons eu un dialogue qui, évidemment, a permis d'organiser des élections en 2018. Ça veut dire, quand vous dites que Kabila s'est voulu être respectueux de ses engagements, il n'a pas organisé les élections dans les délais. Il lui fallait que les Congolais décèdent, que le sang coule pour que finalement nous allons dans ces élections. De quelles élections nous parlons, alors qu'elles n'ont pas été obtenues par les respects de la Constitution, mais par contre, après les dégâts et les massacres que nous avons eu dans notre pays. Je reviens sur ce que mon frère disait tantôt sur Adolphe Muzito. Nous sommes d'accord et vous avez très mal compris ce qu'il avait dit. Ce n'était pas en rapport avec le gouvernement. Avec Adolphe Muzito était en train de vanter les mérites de l'actuel régime qui a pu doubler le budget de l'État. Au-delà de vanter les mérites, il a promis de doubler le budget. Il faut se construire le sens de son message. Je répondais à la première préoccupation. S'agissant de doubler les budgets, je dis il était en train de féliciter les régimes actuels qui a doublé les budgets de l'État. Le budget n'a pas été doublé, il a été triplé. Il a promis qu'il va doubler le budget. Le budget n'a pas été promis. Il n'a pas été doublé par l'actuel pouvoir. On est passé de 4 000 à 16 000. Dans le premier mandat, nous n'avons pas commencé de 4 milliards à 16 milliards. Non. Le premier mandat, nous sommes passés de 4 milliards à peu près 11 milliards. C'est dans le deuxième mandat que nous sommes passés de 11 milliards à 16 milliards, mon frère. Je reviens sur ce que nous étions en train de dire tantôt. Quand vous voulez me donner des précisions, soyez vous-même aussi précis. Je ne vois pas en quoi le gouvernement a doublé. Il parlait de ce qu'il compte faire à la tête du ministère du budget. Il a remercié son prédécesseur pour le travail accompli. Et ce travail accompli a permis évidemment de doubler le budget dans le deuxième mandat du président Félix Antoine. On a doublé en passant de quel 11 milliards à 16 milliards de dollars. C'est pas doublé. 11 milliards, le premier mandat, c'est pas doublé. Mandat de 4 milliards. Ça aurait été 22 milliards, c'est ça doublé. Nous sommes passés de 4 milliards à 11 milliards. Et même si on passait de 4 milliards à 16 milliards, c'est pas doublé. Je vous le concède. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire tantôt.
Pourquoi les perquisitions dans le domaine de Joseph Kabila? Je dis que Human Rights Watch avait publié un rapport que Joseph Kabila, le régime de Joseph Kabila, s'il faut emprunter vos mots, a fait venir les ex-éléments d'IM23 qu'il avait défaits en 2013 pour venir mater les manifestations de l'opposition parce qu'il avait dit, semble-t-il, qu'il ne comptait plus sur cette armée, il fallait avoir des gens qui seraient impitoyables. Et c'est comme ça, dans cette période, nous avons assisté à des tueries et des massacres de population. Après que Joseph Kabila ait laissé le pouvoir, il ne l'avait pas fait de bonne foi, il l'avait fait parce qu'il avait été contraint à le faire. Et il a mis de garde-fous pour continuer à survivre, subsister au-delà, évidemment, de la cession du fauteuil présidentiel avec sa majorité. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi a accordé un pardon politique. Mon frère l'a relevé tantôt, qu'il fallait faire, évidemment, il fallait bypasser certains procès. Il fallait faire un tabula rasa. Mais Kabila n'a pas saisi l'opportunité lui donnée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Cette opportunité de construire cette nation arc-en-ciel, un peu comme l'a été le cas en Afrique du Sud, entre les clercs et le président Nelson Mandela. Il a continué avec ses manières, ses sales manières. Par exemple, le président de la République, avant de mettre en place l'Union sacrée, d'appeler aux consultations nationales, il s'est vu, lui, président de la République, en ayant de ministres issus de la famille politique de Joseph Kabila, qu'on les appelait pour le conseil des ministres, qu'on les appelait pour des responsabilités d'État, ces gens refusaient. Alors, dans le domaine de Kabila, on y recherche les je suis en train militaires de M23. Laissez-moi continuer mon argumentaire. Allez-y. C'est un élément, c'est un exemple qui montre que Joseph Kabila a toujours été au service du Rwanda. Il a été au service du Rwanda et pour des raisons de sûreté de la République démocratique du Congo, il était important que le service militaire, notamment les renseignements militaires et d'autres, d'aller enquêter, perquisitionner le domaine de Joseph Kabila pour découvrir ou avoir des détails, des informations sur les renseignements qu'il possède. Est-ce qu'un gouvernement sérieux doit-il agir de la sorte? Vous vous basez sur un document publié par une organisation, une structure, pour mener des perquisitions. Est-ce que je vous ai dit... Les perquisitions doivent reposer sur du solide. Est-ce que je vous ai Et aujourd'hui, quels résultats nous ont donné toutes ces perquisitions depuis qu'elles ont commencé? Est-ce que je vous ai dit qu'on a mené les perquisitions sur base du rapport de Human Rights Watch? Non. Quand vous avez suivi, si vous avez suivi l'auditorat général, qui a motivé, c'est pourquoi Joseph Kabila était esté en justice, notamment sa participation à un mouvement insurrectionnel. Et la justice militaire possède les éléments nécessaires pour affirmer leur thèse. Et c'est pour ça que nous sommes dans un état de droit, un état démocratique. Nous l'avons esté, la justice l'a esté pour évidemment établir les responsabilités. En ces moments, Joseph Kabila l'avait dit dans son discours en Namibie le 17 août 2018, qu'il ne partez pas. Il a dit, ne dites pas au revoir, mais dites à bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire selon vous. Mais sur le plan politique, Kabila est un ancien président de la République. Il a fait une carrière militaire aussi atypique. Mais quand un ancien président de la République dit qu'il rentre très bientôt, les sécuritocrates devaient prendre la mesure de la situation. Joseph Kabila s'est préparé à faire un comeback. Et là, il a décidé évidemment de se lancer dans cette bataille pour reconquérir le fauteuil qu'il a, entre guillemets, cédé. Par quel moyen? Par quel moyen? Mais évidemment, en alimentant les mouvements insurrectionnels. C'est comme ça qu'il est avec Corneille Nangaa. Et le président Félix Tshisekedi avait raison de dire que le patron de ces mouvements insurrectionnels, c'est Joseph Kabila. Donc il est légitime pour le pouvoir de continuer à mener ces perquisitions qui jusque-là n'ont encore rien donné. Mon frère, le travail de la justice, ce n'est pas par claquement ou claquement des doigts ou par bâton magique. C'est un travail fouine. C'est un travail méticuleux. L'homme qui fait ce genre de crime n'est pas
un enfant de... Et quand un enfant on de arrive guerre. sur les lieux, on apporte des véhicules, on apporte des objets trouvés sur place. Vous pensez que c'est pour des raisons, c'est c'est pour des raisons d'investigation, c'est pour des raisons d'enquête. Pourquoi la justice militaire n'est pas venue perquisitionner Politico? Parce que justement, il n'a rien à reprocher à cette chaîne. Pourquoi seulement chez Joseph Kabila? Mais parce que Joseph Kabila se reproche d'un certain nombre de choses et la justice est à ses trousses. C'est comme ça qu'elle s'est déployée dans le domaine de Joseph Kabila pour récolter les informations et avoir évidemment les éléments nécessaires pouvant permettre d'argumenter et de soutenir leur plainte contre Joseph Kabila. Joseph Kabila a toujours été avec les Rwandais. Joseph Kabila a partisé avec le Rwanda depuis toujours. Aujourd'hui, nous les voyons, comme il l'avait annoncé, qu'il sera dans la partie orientale. Évidemment, il s'est rendu dans la partie orientale sécurisée, contrôlée par les mouvements terroristes, parce que même un mouvement terroriste et un mouvement rebelle, lorsqu'il conquiert un espace, la première des choses, c'est s'assurer de la sécurité. La sécurité de l'espace et contrôler les entrées et les sorties. Les entrées qui se font dans cet espace conquis par les criminels sont je dirais, des entrées tolérées, acceptées par le mouvement terroriste. Et ces mouvements avaient accepté de recevoir son patron. Et c'est comme ça que la justice s'est lancée à ses trousses pour établir la vérité. Merci beaucoup, Héritier Ngaché. On donnera l'information au fil de l'actualité, au fil de l'évolution de cette perquisition dans les domaines de l'ancien président Kabila pour l'instant. Il faut signaler que le major Mwepu a été arrêté et 48 heures sont données aux militaires commis à la sécurité de déguerpir la résidence de GLM. Pour l'instant, on croise le doigt et on attend la suite de cet épisode. On va parler du gouvernement Suminoadé avec les membres du gouvernement qui ont pris officiellement leurs fonctions depuis quelques heures. Les cas de Adolphe Muzito dont Patrick Sahel a parlé. Mais au sein de l'opinion, il y a un scepticisme qui s'installe. On doute de résultats que ce nouveau gouvernement pourrait donner au peuple congolais qui est pressé par les préoccupations de tout ordre. Héritier Ngache, vous allez ouvrir le bal. Pourquoi ce scepticisme? Il n'y a pas de scepticisme au sein de l'opinion. Il y a quelques individus qui expriment leur opinion, qui d'ailleurs est normal dans le cadre d'une démocratie. Mais en gros, le peuple attend beaucoup de ces gouvernements pour évidemment pérenniser tous les acquis du gouvernement Souminois 1. Il y en a plusieurs. C'est pendant ce régime que nous avons pu construire 300 centres de santé dans nos territoires, avec notamment les programmes... Et pourtant, tous les sondages plaidaient en faveur d'un nouveau gouvernement, avec de nouveaux visages. C'est pour dire que la réalisation de ce gouvernement ou de Souminois 1 n'ont pas été grandiloquentes pour subjuguer les regards de tout un Congolais. En fait, si nous nous battions pour que nous soyons dans ces gouvernements, nous tous, nous aurions un gouvernement de 120 millions de membres. Le gouvernement est représentatif de la société. Si les gens se battaient pour que leur nom figure sur cette liste, eh bien c'est normal que les gens vocifèrent dans tous les sens. Mais si c'est pour l'intérêt de la nation, regardons les réalisations du régime Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement Souminois 1, tout Congolais, sérieux et consciencieux, voudrait évidemment de capitaliser ses acquis et d'accélérer pour aller vers un lendemain beaucoup meilleur. Je vous dis que ces régimes, avec le gouvernement que nous venons d'avoir, le programme 145 territoires, parce que ce programme... C'est un fiasco dans plusieurs territoires. Non, ce n'est pas un fiasco. D'après nos enquêtes. Quelles enquêtes, mon frère? Parce que ce programme a été mis en place pour résoudre les inégalités dans le milieu ruraux. Parce que depuis 1960, l'essentiel des dépenses publiques, outre le fait qu'elles permettent d'alimenter les trains de vie des institutions,
Mais la plupart d'entre eux étaient concentrés dans le milieu urbain. C'est pour la première fois que nous avons un programme global qui intègre notre territoire. Je vous ai dit, en matière de construction d'infrastructures, notamment dans les services sociaux de base, la santé et l'éducation, personne n'a construit comme le président Félix-Antoine Tshisekedi. Je dis personne. Aucun chef d'État n'a fait mieux comme lui. Nous avons les infrastructures routières. En ces moments, nous sommes en train de vouloir relever un défi de réunifier la République démocratique du Congo en reliant les 5 provinces issues de Dékassai et le province du Katanga. C'est pourquoi? Pour faciliter les échanges, la fluidité, la mobilité de nos populations. C'est toujours avec le régime Félix-Antoine Tshisekedi. Ne parlons même pas de la gratuité de l'enseignement. De base, 6 millions d'enfants, 6 millions parmi nos enfants étudient gratuitement. Et un budget, une allocation de 2 milliards de dollars pour soutenir cette œuvre. Au-delà de ça, les écoles. Ça, c'est sur papier, mais la population ne le ressent pas. Ne les ressent pas comment? Je vous donne, vous voulez que je vous cite le centre de santé, les territoires, le nom. Allez. On n'ira pas très loin. Commençons ici à Mamayemo. Mamayemo a été complètement détruit et reconstruit. Moi, je suis allé plusieurs fois avec mon grand-père qui était malade, mais Mamayemo, c'est un miroir. Et il y a même un musicien, le célèbre. Je ne vous ai pas demandé de me faire la liste de réalisations. Parce que vous dites que le peuple ne les ressent pas. Vous avez répondu à la question. Le peuple ne les ressent pas. Et comme le peuple ne les ressent pas, laissez-moi énumérer. Vous avez déjà répondu à la question qu'il n'y a pas de doute possible. Il n'y a personne, dans le chef de la aucun population. président de la République n'a fait mieux que le président Félix-Antoine Tshisekedi. 300 centres de santé, 600 écoles construites ou réhabilitées dans l'ensemble du territoire national. Vous avez les soldes militaires. C'est madame la première ministre Judith Suminwa que mon frère a qualifié de piètre ici. Qui a doublé les soldes militaires. Ça ne s'est jamais passé avec le Après quel événement? Laissez-moi continuer. Vous n'allez pas commencer à faire des commentaires sur ce que je suis en train de dire. Et elle a doublé. Le gouvernement souminois a le mérite d'avoir doublé les soldes militaires. Vous allez la rente de veuve de dépendants des militaires. Ma grand-mère est l'épouse d'un ancien militaire. Elle touchait à l'époque de Joseph Kabila 16 000 francs. Aujourd'hui, elle touche combien? 250 000 francs. Je vais vous revenir dans un autre tour de table. Patrick Sahel, vous avez suivi l'intervention magistrale de Héritier Ngachi. Est-ce que ce nouveau gouvernement ou Souminois D est une preuve qui vient amenuiser toutes les chances du dialogue tant voulu ou tant appelé par l'opposition, où il vient confirmer ce que nous ne comprenons pas encore? Je suis quand même sidéré d'entendre tout ce que j'ai entendu de la part de mon très cher Héritier Ngachi. Je veux faire d'abord un rétro, parce que lors de sa première prise de parole, il a parlé de M23, il a parlé de ce fameux rapport de Human Watch qui disait que Kabila aurait enrôlé plus de 200 militaires de M23. Il a voulu faire un raccordement pour dire que c'était la raison qui fait qu'il y ait perquisition aujourd'hui. Mais je me pose des questions. J'ai dit, mais il y a un membre de ce gouvernement-là qui a invité officiellement les M23 ici en 2019. Est-ce qu'on a déjà perquisitionné sa maison? Si le leitmotiv, c'est il parle avec les M23 et puis voilà. Vous avez invité les M23 ici. Toutes ces personnes. On dit n'avoir jamais été au courant. Il n'était pas au courant, mais c'est son ministre de Défense, je crois. Kabanda ou quelque chose comme ça qui avait invité les M23. Est-ce que sa maison à lui est perquisitionnée? Et la grande question qu'on doit se poser, à quand est-ce que vous allez commencer la fameuse traque des FDLR? Est-ce que vous avez signé un papier aux États-Unis pour ça? Hein? Et le papier donnait 3 mois. On en est où avec la traque? Quand est-ce que vous allez traquer les M23 les FDLR? Quand est-ce que vous allez identifier les FDLR? Mais vous êtes partout sauf là où on vous attend. C'est quand même, pas très bien. Qu'est-ce que le peuple attend de ce gouvernement? Est-ce qu'il y a un gouvernement? Qu'est-ce que le peuple attend de ces piètres?
Mais lui, il a quand même élogé ces... Vous parlez d'un piètre gouvernement alors que... Attendez, je vais aller... Ngachi vous oppose une réalisation je vais aller au cas... Je vais aller au cas par cas. Il a parlé de 300 écoles. Ça, c'est le premier. Le programme 145 territoires est piloté par la présidence, pas le gouvernement. C'est la présidence. Okay? Et ce programme 145 territoires, qu'on se le dise, il était conçu et piloté par le ministère du Plan. Non, à l'époque, c'était encore Madame... Aujourd'hui, piloté par la présidence. Allez vérifier. Et c'est un échec criant. Criant. Quand vous parlez des 145 territoires, on parle d'où? On parle de quoi? C'est vrai, aujourd'hui, on essaye de voir quelques écoles sortir de la terre, mais c'est après combien de temps? Et quand est-ce que ces écoles seront livrées? Et l'échec résulte de quoi? Je prends au cas par cas. Alors, prenons, je prends d'abord Suminoa 1, la santé. Est-ce que vous savez que Suminoa 1 nous a parlé de la maternité pour tous? On en est où? Enseignement, gratuité de l'enseignement, c'est la pire de choses qui soit arrivée à la RDC. Vous savez, aujourd'hui, on se retrouve dans une salle de classe avec 300 élèves et 4 professeurs. Comment ils font pour étudier? Et c'est cet enseignement-là que Héritier Ngachi est venu. Quand tu es allé à l'école, je te tutoie, cher Héritier Ngachi, apprendre à parler le bon français que tu parles avec ce cerveau garni de quotient intellectuel que tu as aujourd'hui, c'était dans une salle de classe avec combien d'élèves, il y avait combien de professeurs? Et c'est ce que Suminoa 1 nous a montré dans la gratuité de l'enseignement. Et, pire encore, aujourd'hui, prenons le travail. Suminoa 1, aujourd'hui, Kinshasa, le Congo, a 90% de chômeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'économie, quand on parle de l'économie, je vois le panier de la ménagère. L'assiette, le déjeuner d'Héritier Ngachi, tel qu'il a pris son déjeuner, parce que lui, il est du bon côté de l'histoire, il prend son déjeuner, Bisotobo Sanango, on a oublié, qui a quelque chose qu'on appelle déjeuner le matin. Quand il prend son déjeuner, le pain est congolais, le sucre, il est congolais, l'assiette, il est congolais. Bon, quand je prends mon petit 10 francs et que je donne à ma femme, va au marché, le panier de la ménagère, est-ce qu'ils peuvent s'inventer de ça, eux, aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui nous a montré des limites. Je ne toucherai pas la société pour voir ce que Kibas a fait avec le RAM. Et pourquoi ce gouvernement a-t-il été reconduit? Mais on prend les gens qui ont échoué. On leur donne des postes ministériels encore. Et pire que ça, je vois quelqu'un qui a échoué, cette fameuse dame. Bon, excusez-moi le terme, c'est peut-être fort. Madame Agagagato, comme ça. Elle a échoué comme ministre de la Jeunesse. Et vous faites de cette personne-là vice-ministre aux Affaires étrangères. Cette femme qui a manqué du respect à un officier. Au téléphone, nous avons tous cette conversation avec nous. À la limite, je dirais cette personne qui a montré à tout le monde qu'elle n'avait pas une bonne éducation en manquant du respect à un aîné, à un supérieur, officier supérieur. Elle a lamentablement échoué dans un domaine où 70% de la population congolaise est jeune. Ma question alors, pourquoi la reconduction de ce gouvernement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut oublier les dialogues ou ça vient amenuiser les chances d'avoir un dialogue national et inclusif, ou on peut s'accorder à dire que le chef de l'État est pris en tenaille par les politiciens? Tu m'arraches ce que je voulais dire. J'ai dit que M. Tshisekedi est très mal entouré. Vous savez, le pays ne se gère pas par les humeurs, mais c'est un système qui gère le pays. Et quand on a autour de lui les amis et la famille, c'est l'humeur, c'est les humeurs, ça c'est notre truc. Ça c'est non. J'ai vu une vidéo où il y avait les membres de l'Union sacrée, je ne sais pas si Ngachi aussi était de la partie, ils voyageaient en province et ils se disaient entre eux, tout nabiso et coquille. Donc, quand on vient au pouvoir, parce que tout nabiso et coquille, on va voir ce qu'ils nous font voir aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour la nation, ils ne sont pas là pour la patrie, ils ne sont pas là pour le peuple congolais, ils sont là pour eux. Malheureusement, ils vont amasser. Regardez ce qu'a laissé Mobutu. Hein? Mobutu aujourd'hui il est parti, sa famille manque beaucoup de choses aujourd'hui qu'ils avaient hier. Mais quand on est là pour la nation, on laisse des traces. Le nom de Lumumba est cité aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on respecte. Une fois, j'ai vu en Russie, on célébrait la personne de Lumumba.
Mais même au Congo-Brazza, on ne sait plus célébrer la personne du maréchal Mobutu. Parce qu'à un moment donné, il n'a pas travaillé pour le salut de la nation. Il a travaillé pour lui. Et eux, ils sont en train de copier cette erreur-là. Ils sont dans la même bêtise. Ce gouvernement Judith Suminwa 2, de la tête. C'est vrai, il y a quelques ministres qui se distinguent. Il y en a. Je ne voudrais pas faire leur publicité ici, mais il y a des bons ministres là-bas. Mais il y a des éternels ministres qui ont distingué dans la médiocrité que M. Tshisekedi a reconduit. Cher président de la République, l'appareil va cracher. Et si vous étiez... on vous demandait de coter ce gouvernement, quelle note lui donnerez-vous? Quel gouvernement? Suminwa 1. Bon, Suminwa 1 à 2 sur 50. 2 sur 50? Oui, je suis très sévère. 2 sur 50. Suminwa 2 avec les mêmes têtes, c'est parti pour échouer. Alors, il faudrait une vraie révolution. Je ne parle pas d'une révolte. Le peuple congolais doit avoir le sursaut. La révolution, la révolution. La jeunesse doit se révolter en elle. En lingala, je voudrais dire Komitomboke là. C'est ce que essaie de dire le pasteur. Bien que je ne suis pas très d'accord avec lui parce qu'il a une moralité assez douteuse vu son passé au Canada. Mais il a dit quand même chez le diable, il y a une assiette propre. Ça, c'est l'assiette propre que j'ai trouvée chez le diable. Il faudrait une révolution. Il faudrait que Ngashi arrête de dire je suis là parce que le vieux Bahati m'a envoyé. Il faudrait qu'à un moment donné, que tu fasses ta partition. C'est quoi la partition de la jeunesse? Et pire que ça, vous avez pris la jeunesse. On vous laisse. Vous avez donné à quelqu'un qui ne connaît même pas ce que représente la jeunesse congolaise. Quelqu'un qui a fait ses études, je ne sais pas. Doit-elle connaître ce que représente la jeunesse ou elle doit venir à la tête du ministère de la Jeunesse avec pour y apporter des quoi? Vrais projets? Le projet que tu dois faire dans ce ministère-là doit corroborer avec la nature de la jeunesse. C'est-à-dire que si tu ne connais pas la jeunesse, si je ne te connais pas, très cher frère, je risque de t'offrir une chemise alors que tu as besoin de verres. Alors que tu as besoin de te faire raser. Mais qui ne connaît pas le problème auquel le Congo est confronté? Qui ne connaît pas le problème dans... Quand on parle de la jeunesse congolaise, vous voyez qui? Vous voyez Ngachi et Sahel qui passe à la télé? L'encadrement de la jeunesse. Écoutez, ce sont les défis auxquels notre pays est confronté. Quand on parle de la jeunesse, vous voyez qui? Moi et Ngachi, vous voyez Jean-Pierre Kayembe et tout le reste? Est-ce que vous êtes allé à Kisenso? Est-ce que vous êtes allé vers Mboudi, là-bas, Lutendele? Est-ce que vous êtes allé à Moutiene? Est-ce que vous êtes allé à Doumi voir comment les vrais jeunes vivent là-bas? Le Kinshasa aujourd'hui, j'étais à Kananga, j'étais à Demba. Est-ce que vous savez comment les jeunes vivent à Demba? J'étais à Mwanda, Boma, Tchela. Est-ce que vous savez comment les jeunes vivent là-bas? C'est vrai, je donne le bénéfice de doute, il y a quand même. Et je voudrais qu'elle ait une équipe assez solide. Ici, je vais chuter pour dire à quelqu'un qu'on a donné un ministère que beaucoup semblent ignorer. Le ministre d'économie numérique. C'est lui le vrai ministre d'économie. Parce que le monde a basculé vers le numérique. Aujourd'hui, le monde n'est plus analogique. Aujourd'hui, le monde est numérique. Et c'est à lui maintenant de faire générer des recettes à la République. Mais malheureusement, je crains qu'il nous fasse ce qu'il a fait avec le RAM. S'il nous a déjà frappé avec le RAM... C'est désormais c'est sous tutelle de quel ministère? Quoi ça? Pétentique. Je crois que c'est économie numérique. Oui, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Ça craint. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui a échoué ici, on lui rajoute des prérogatives. On prend Agagada qui a échoué, on lui rajoute des prérogatives. Et pire encore, on va créer des ministères le ministère de la Défense, ministère il y a même un ministère le ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est-à-dire que ces gens-là vont venir, ils auront des cabinets. C'est-à-dire que nous avons trouvé un bon moyen pour saigner la République. Allez, merci. C'est décevant. Alors, j'associe ma voix à celle du pasteur qui est recherché au Canada pour dire il faut une révolution. Je ne parle pas de la révolte, je parle d'une vraie révolution. C'est ce que Mouzé a dit. Il faut qu'on se prenne en charge. On dise non à ce gouvernement. C'est vrai, il y a certaines têtes que je voudrais bien citer. Des gens qui sont sortis du lot. Que je voudrais bien voir. Combien de temps vous donnez à ces gouvernements? Et si ce gouvernement, c'était le Messie que nous attendions, et ce gouvernement viendra-t-il avec quel objectif?
Est-ce que le profil tienne compte de cette réalité et où c'est un gouvernement qui vient préparer le dialogue, le gouvernement de pré-dialogue? Merci beaucoup pour la question. Laissez-moi revenir sur ce que mon frère a dit tantôt ici sur ce plateau. Il parle que un des membres du gouvernement a invité les éléments du M23 dans notre hôpital. Il fallait qu'ils soient aussi interpellés à juste titre. Mais la finalité n'est pas la même. Je vous ai dit que le rapport, vous avez dit, ces fameux rapports, a dit que le gouvernement, je préfère emprunter ces concepts gouvernement, au lieu de dire Joseph Kabila. Le gouvernement de Joseph Kabila a invité les éléments, les ex-éléments du M23 qu'il a lui défait en 2013. Pourquoi? 1, pour sa sécurité. 2, pour mater le marche qui s'est déroulé dans cette période. Et je vous ai donné les retombées. Pendant cette période, il y a eu des massacres de nos populations. Ceux que vous dites qu'ils ont été évités, ça, ils n'ont pas été invités pour sécuriser quelconque président de la République et encore moins mater les marches de l'opposition. Donc, ce n'est pas la même chose. Et pourquoi ils reprennent Laissez-moi continuer. Pourquoi ils reprennent les armes? Je ne veux pas répondre à votre question. Je réponds à ce qu'il Pourquoi a ils été dit. reprennent les armes? C'est important. Tu te relances. C'est pas une question. J'ai déjà répondu. C'est ça la beauté même. J'ai déjà répondu à cette question. C'est une relance. Non, je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi reprennent-ils les armes? Voilà. Quelles sont leurs revendications? Voilà. Je préfère ne pas répondre à cette question. J'ai déjà répondu à ce qui a été dit tantôt. Vous dites pourquoi on ne traite pas les F de l'heure. Mais vous avez oublié que nous devions mettre en place, au terme de cet accord que vous avez lu partiellement, Totalement d'ailleurs. un comité Oui. conjoint de coordination de la sécurité. Et ça donnait 3 mois. On en est où? Mais c'est ces comités qui devaient évaluer et enquêter sur les responsabilités. Maintenant que ce n'est pas fait, on fait comment? Vous voulez demander à la République démocratique du Congo de mettre en place un comité. Mais ils ont accepté, non? Ils ont accepté. Pourquoi ils ne font pas? Un comité. Ils ont accepté de défaire, de traquer les FDLR. Vous pouvez dire ils avaient accepté. Vous pouvez dire à mon ami d'être élégant comme au début. Ça veut dire qu'un comité de coordination de la sécurité qui se chargera de vérifier, de mettre en place un process. Parce qu'il y a une chose, pour neutraliser ces éléments du FDLR, il faut des moyens. Il faut chercher les bailleurs de fonds. Peut-être c'est cette question que vous n'avez pas tenu compte. Parce qu'on mettra en place un plan de PDDRC. Ça veut dire qu'il faut que les bailleurs de fonds mettent des moyens pour l'encadrement, la démobilisation et la réinsertion sociale. Dans un timing donné. Dans un timing donné. Et on fait quoi de ce temps-là? On a déjà perdu combien? Notre travail. Nous sommes l'une des parties au conflit. Nous n'avons pas les monopoles dans cet accord. Si. Nous n'avons pas les monopoles. Dans ça, s'il vous plaît. Je parle de la mission. Je parle de la mission de traquer les FDLR. C'est à nous, c'est à notre charge, nous. On en est où? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Les missions ont été réparties. Oui. Il y a des conditions préalables pour y arriver. Il y avait quoi comme condition? Je vous ai dit qu'il fallait chercher des bailleurs de fonds pour évidemment mettre en place ce processus de démobilisation. C'est-à-dire que nous avons signé quelque chose sans savoir qu'on n'avait pas les bailleurs nécessaires. Et comment pour ça. on va les traquer sans parvenir à un accord avec l'M23 qui contrôle la partie là dans lesquelles se trouve l'FDLR? J'espère que demain, j'espère que demain ils vont perquisitionner aussi là où habite Mbongo. Il faut parce qu'avec vous c'est. Voilà pourquoi tout le sens de cette question. Ouais. Le parti où, entre guillemets, les M23 se trouveraient sont gérés et dirigés par les M23. Ça suppose, pour que les FARDC neutralisent les M23, il faudrait que les M23 se retirent de ces zones occupées. Pourquoi avoir accepté alors? Nous avons accepté parce que nous savions que cette démarche se ferait concomitamment. Cela n'est pas demandé à Doha. Cette démarche se Cela n'est pas demandé à Doha. À Doha, on n'en parle même plus. Hein. On n'en parle pas. À Doha, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Doha est une déclinaison pragmatique de ce qui a été décidé à Washington. Il a été décidé à Washington que les M23 devaient arrêter les hostilités. Arrêter les hostilités. On en est où? Mais ils s'entêtent à leur péril, à leur risque de péril. À Washington, le M23, le Rwanda a dit qu'il ne va pas lever son dispositif sécuritaire si
Nulle part. Il y a une seule condition, que l'FDLR soit traqué. Nulle part, il y a cette conditionnalité. Il y a même après la signature des accords, nous avons suivi les interventions, notamment de M. Massamboulos et autres, qui ont dit qu'il n'était pas question, avant qu'on lève les mesures... engagements du Rwanda est sans condition. C'est que vous voulez nous faire quoi sur ce plateau? Chacune de deux parties doit faire son travail. Nous, il y avait des préalables, frère. On ne peut pas signer un papier s'il n'y a pas de préalable. On ne peut pas signer un papier s'il n'y a pas des exigences. Quand il m'embête, vous le dites. Je t'embête pas, moi je te relance. Laissez-le tranquilliser, vous aurez votre train. On est en train de chuter. Allez-y. Il a été décidé à Doha que le M23 cesserait les hostilités et que le Rwanda leverait ses mesures défensives. La République du Congo neutraliserait les FDLR, c'est clair. Ça a été écrit et tout le monde a lu. Chacune de parties a sa responsabilité. La communauté internationale a aussi sa part de responsabilité. Quand vous parlez des responsabilités, ça revient à dire qu'il y a des conditions sine qua non à respecter. Pourquoi il y aurait seulement des conditions sine qua non? Pourquoi il y aurait seulement des conditions sine qua non de respectabilité de cet accord pour le Congo? Le Rwanda aussi a des conditions sine qua non. C'est la RDC qui est agressée. Commençons par montrer cette bonne foi. Commençons par nous engager. Et on verra si le Rwanda a toute la bonne foi de soutenir Je pense que mon ami n'a pas d'accord. Déjà allé à Doha. Mon ami n'a pas d'accord. Déjà allé à Doha. Prouve à suffisance que la République du Congo alors, on évolue. est de bonne foi. Et que la République du Congo voudrait taire les armes par le moyen pacifique. Et c'est comme ça que nous sommes allés à Washington et nous sommes allés aussi à Doha dans ce sens-là. L'émission a signé à ce nouveau gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement qui vient préparer les dialogues ou il n'y aura pas de dialogue? Je devais revenir sur les choses qui ont été dites sur ce plateau, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Laissez-moi le temps d'argumenter. C'est important d'évoluer en tenant compte du timing. Mon frère dit que le programme est piloté par la présidence de la République. Mon frère, c'est un mensonge grossier. Nous le savons très bien. Et c'est écrit noir sur blanc. Les programmes de 145 territoires du gouvernement de la République. Devrait être piloté du gouvernement de la République. D'ailleurs, et vous le savez très bien, ce sont des agences d'exécution qui s'occupent... Il y en avait 3. Évidemment. Mais ces agences ont été choisies, désignées par qui? Par la présidence de la République ou par les gouvernements de la République? Moi, je ne veux pas de ce qui se fait sur terrain, frère. Non, vous n'avez pas d'éléments à ce sujet. Je te dis même que je viens de débat. Ce n'est pas ça le débat. Il vient de me dire répliquer en quelques secondes. Il vient de me dire ceci. Ces écoles, à quel moment que ces écoles seront livrées, à quel moment seront construites, et ainsi de suite. Ça montre à suffisance qu'il ne connaît pas ces programmes 145 territoires. Parce qu'il y a des écoles qui ont été construites et livrées. Quelques-unes. Non, je parle de 600 écoles. Il y en a quelques-unes. 600 écoles. Ça, ce sont vos statistiques. Quand il parle de 600 écoles, allez dans le site. Ramène-nous au fait. Je viens de Kananga. Moi, je viens de Kananga. Mon frère. J'ai trouvé des sites où il n'y a que la fondation. Vous faites l'analyse sur base de quel élément d'évaluation? Je évalue sur base de quoi? Je évalue en fonction des assignations, en fonction de ces programmes. Je vous dis qu'il y a 600 écoles qui ont été construites. Où c'est? Dans l'ensemble des territoires nationaux. Des administrations qui sont... À Kinshasa, il y en a combien? Ah, voilà. Mais c'est comme ça qu'on doit évoluer. C'est comme ça qu'on doit évoluer. C'est comme ça que c'est... Voilà Kinshasa était la ville pilote. Voilà pourquoi... Bien sûr. Non, voilà pourquoi vous ne maîtrisez pas ces Oh projets. my God. Parce que ces projets concernaient les milieux ruraux. Ces projets... Non. À Kinshasa, mais moi je vous dis... Non, mais va à Menkao. Vous n'avez pas ces projets. Menkao, c'est où? Menkao, c'est pas Kinshasa. À Menkao, tu trouves un projet 145 territoires des écoles. Vous n'avez pas lu ce projet. Ces projets... Attention, quand on parle de Kinshasa, il ne faut pas limiter Kinshasa à ce qu'on voit. Ces projets avaient pour vocation de réduire les inégalités dans le milieu rural. La priorité était donnée au milieu rural. Je viens de te citer Menkao. Les écoles construites. Je viens de te citer Menkao. Il y en a 600. Nous sommes au niveau des centres de santé. On en a construit 300. Évoluer, on ne va pas passer du temps sur ça. Parlons du gouvernement Assimi Mais parce que vous voulez que je vous donne des éléments. Non, répliquez en étant record et puis on va évoluer. Vous me demandez où je trouve ces chiffres. Allez dans le site de la BCECO, mais aussi du FCC. Vous prenez tout votre temps malheureusement. Et vous verrez toutes les réalisations avec les noms,
avec les images à l'appui des écoles construites et livrées. Moi, je suis sur terrain. Nous parlons... Je ne parle pas de ce que vous mettez. C'est ce qui se lit sur Internet, sur terrain. On est en train de chuter. Donc vous voulez me dire que ce sont des images montées? Répondez à la question. Mon frère, vous parlez de ces gouvernements. Mais on évalue le gouvernement sur base, évidemment, de son programme. Ces gouvernements avaient 6 piliers. Parmi les 6 piliers, c'était notamment l'administration publique. Les 6 piliers de M. Tshisekedi. Les 6 piliers, parmi les 6 piliers de M. Tshisekedi. Parmi les 6 piliers, nous allons dans le secteur de réforme de l'administration publique. Dans le secteur de la réforme de l'administration publique, la République démocratique du Congo a réussi à maîtriser ses effectifs. Ce qui n'a jamais eu lieu depuis la création de ce pays, depuis 1960. Parce qu'il y avait des gens qui cumulaient 60 emplois. Ce n'est pas ça la question. On a évolué. On n'est plus sur Souminois 2. Vous voulez que je réponde sur quoi finalement? Souminois 2. Oh, vous voulez que je réponde sur quoi? La question, c'est savoir quels sont les défis, les missions assignées à ce gouvernement resserré d'ouverture, comme on l'a dit. Il y en a pas. Vous voulez que je réponde comme vous le voulez ou vous voulez me laisser répondre à la question? Vous êtes à la fin de votre temps qui vous a été accordé. Je suis désolé, mon frère. Les gouvernements Souminois 2 et les prolongements et la continuité du gouvernement Souminois 1. Ah bon? Pour savoir. Ah bon? Ce sont les mêmes missions. C'est gravissime. Mais c'est un remaniement, monsieur. C'est extrêmement grave. C'est un remaniement. C'est pas un changement de gouvernement. Il n'y a pas d'objectif spécifique. C'est un remaniement. Pas d'objectif spécifique. Un gouvernement qui est remanié peut intégrer de nouvelles matières ou, évidemment, de nouveaux éléments. Quelles sont ces nouvelles matières, justement? C'est alors qu'on parle des objectifs spécifiques. Ce gouvernement va continuer ce qui a été fait dans le gouvernement Souminois 1, notamment, je vous dis, la réforme au sein de l'administration, la maîtrise des effectifs. La République démocratique du Congo a permis, avec les réformes qui ont été engagées, notamment d'accorder une retraite digne. Les cumuls de retraités, depuis que c'est Congo, c'est 380 000 retraités. Le régime Félix-Antoine Tshisekedi et le gouvernement souminois a pu recruter 50 000 retraités. En l'espace de 10 000 retraités par an. Et ce n'est pas une n'importe quelle retraite. Les derniers retraités sous Joseph Kabila touchaient $2 000. Sous Félix-Antoine Tshisekedi, les derniers retraités touchent $8 000. Et d'ailleurs, beaucoup de gens refusaient d'aller à la retraite sous Joseph Kabila parce que la retraite était un mouroir. Ça précipitait leur mort. Mais aujourd'hui, ils ont un salaire. Et ces salaires, les cadets, ça veut dire les derniers du retraité, touchera ces salaires à sa majorité, soit à 25 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Ne voyons pas tout en noir. Il y a des efforts qui ont été évidemment déployés et le gouvernement souminois viendra sur cette matière-là pour évidemment accélérer le bien-être du peuple congolais. On dit ici que Souminois 2 reprend la mission de Souminois 1, mais la grande question, c'est la paix, la sécurité dans l'est du pays, que cela puisse paraître. On reprend les mêmes individus avec le même profil, avec peut-être leurs faiblesses et inefficacité à la défense. Et puis on lui a joint un autre membre du gouvernement qui vient de la profession, les jeunes Tamboué. Peut-on espérer quelque chose avec ce gouvernement sur ce point? Désormais, la défense de la RDC sera tenue par un infirmier et un journaliste. On dit que c'est la continuité, c'est la même mission. Désormais. Et lui, il s'en félicite. Déjà, il avait dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'avais oublié, heureusement que le bon Dieu est de mon côté. Il a parlé de l'armée. Tu peux me dire, quand est-ce que ce gouvernement-là que tu viens plébisciter ici a doté l'armée? La dotation de l'armée date de quand? Aujourd'hui, le militaire vit avec un solde de moins de $100. Mais qu'en est-il de la loi de programmation militaire? Elle n'est pas mise en œuvre? C'est classé dans les oubliettes. Même Mme Judith Souminois avait sorti une loi de programmation militaire de 2025 à 2027. Qu'est-ce qu'elle en a fait? On en est où? C'est-à-dire qu'être militaire aujourd'hui, il y a deux catégories des personnes où, quand tu fais partie de cette catégorie au Congo, c'est que tu donnes envie de je ne sais pas comment je dois qualifier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tend à la mort. On précipite la mort à ces deux catégories. C'est l'armée et l'enseignant.
Qu'est-ce que le gouvernement Judith Suminwa 1 et même 2? Ici, je veux paraphraser mon très cher Barnabé qui a dit je voudrais bien que M. Tshisekedi fasse ceci avec ses ministres que Ngashi acclame ici. Vous les enfermez quelque part, vous posez la question, rédige-moi quelque chose que tu voudrais apporter, à emmener dans ton premier... comment je l'appelle? C'est-à-dire que ta première action en tant que ministre, écris-moi ça et donne-moi, je vais lire. Il va comprendre qu'il a autour de lui des gens qui ne savent même pas écrire. Non, on parle République, nous parlons Congo. Nous parlons Congo. Ngashi, quand tu parles Congo, je ne sais pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas des militaires dans ta famille. Moi, j'en ai. Je vois la tenue, je me dis, mais vous savez qu'au Congo, c'est le militaire qui achète sa tenue à 35 000 francs. Les bottines, le militaire l'achète à 60 000 francs, ici à Kinshasa, au Congo. Si déjà le militaire... Je viens du fin fond de la RDC, j'étais à Demba. J'ai vu la qualité du policier, j'ai eu peur. Il y a des endroits où tu trouves un seul policier pour je sais pas, pour un territoire. Alors dans un tel contexte, que viendrait faire ce gouvernement? Est-ce qu'il viendrait préparer les dialogues? On est déjà à la fin, vous allez conclure, prenez 30 secondes. Déjà, je dis Suminwa, au sein de ce gouvernement, les personnes qui... Je pense pas que Suminwa peut dire quelque chose à Jean-Pierre Bemba. Je pense pas que Suminwa... Il y a un problème de leadership. De leadership. Je pense pas que Suminwa peut donner des injonctions à Adolphe Muzito. Je ne pense pas. Je ne vois pas Suminwa tenir tête face à certaines personnes qui sont dans ce gouvernement. C'est-à-dire que déjà, si le pilote, lui, ne fait pas le poids, le gouvernement est voué à l'échec. Ce n'est pas ce gouvernement qui doit préparer le dialogue. Les dialogues, c'est une affaire qui sera préparée là où les gens là qui placent les présidents au sein, c'est ceux qui ont placé Tshisekedi. C'est eux. Parce que déjà, Nassifa, la dame là de MONUSCO, quand elle a fait ses tours ici, c'était pour demander les bons offices. Aujourd'hui, nous décidons déjà de qui feront les bons offices. Tshisekedi ne voulait pas que ce soit la Senko, les Américains et Fayoulou. Eux ne girent que sur la Senko. Voilà. À un moment donné, on avait même proposé le président d'en face ici. Nous allons au dialogue. La chose qu'on doit se dire maintenant, nous allons parler. Mais avant de parler là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'avais demandé en son temps au président Tshisekedi de créer une commission, non pas pour réviser la Constitution, mais une commission qu'on nommerait commission de pardon et réconciliation. Avant le dialogue, on doit se dire des choses en face. On doit se dire des choses en face. On doit dire pourquoi est-ce que le Rwanda et l'Ouganda a fait la guerre chez nous pendant 6 jours. Et c'est les Congolais qui ont perdu des vies. On doit se dire de vérité en face. Et le dialogue, et inévitablement, nous allons au dialogue. Ce gouvernement ne peut pas faire 3 mois. Parce que moi, je vois le dialogue, c'est... Vous donnez 3 mois à ce gouvernement? 3 mois, c'est déjà beaucoup. Si j'étais Tshisekedi, je veux m'associer à la voix de la nation. Parce que la nation est contre ce gouvernement. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, dit-on. Alors le peuple ne veut pas de ce gouvernement. Quelques ministres dedans, oui, mais pas tous. Merci beaucoup. Sur 100%, il y a au moins 97% des ministres qu'on doit jeter 3 mois à la poubelle. Ou une année. En fait, c'est bien quand on est dans la critique, parce qu'on voudrait mettre en place un gouvernement sophrocratique, comme le disait Platon, un gouvernement avec une cité idéale, où tout est mieux. Mais si on avait un gouvernement dans un pays où tout allait mieux, on n'aurait pas besoin d'avoir des institutions, pas besoin d'avoir des gens qui se mobilisent, qui mobilisent des énergies pour résoudre... Donc c'est un gouvernement qui peut aller au-delà de 2026. Ce gouvernement, je vous ai donné des chiffres. Vous avez parlé du secteur militaire. Mon frère. Donc, on est à la fin. Mon frère. Le président, c'est très important. Répondez de manière succincte, s'il vous plaît. Très important. Hein? Le président, combien de mois? On a doté. Il a dit une chose ici. On n'a pas doté. On est à la fin. C'était une question. À quand la dernière dotation? C'était une question. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a doté le On est à la fin. Ma question était à quand la dernière dotation? D'ailleurs, on a réparti le TENI en fonction des zones de défense, mais aussi en fonction du secteur de l'armée. Quand on dote l'armée, ce n'est pas que les tenues militaires. Il dit parce que le TENI. On est à la fin quand on parle de la dotation, ce n'est pas que les tenues militaires. On reprend l'antenne au C'est ce régime qui a permis avec un de autre réhabiliter Kitona dans Ligne Rouge.